Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Six Flags America, et je vous propose pour ouvrir ce trip report qu'on commence par une minute de silence. Ouais non, c'est trop long une minute. Une minute de silence parce que le parc a définitivement fermé ses portes en novembre 2025, à l'issue de la saison. C'est terrible. Enfin non, c'est pas tellement terrible finalement, c'était même assez prévisible en fait. D'ailleurs, le parc a eu une histoire tourmentée. Pour la première fois dans les tripes du Doob, je vais vous parler d'un parc qui a définitivement fermé. Tout commence en 1974 lorsque l'homme d'affaires milliardaire Henry Ross Prévost lance donc Wildlife Preserve, un parc animalier s'étendant sur 160 hectares. Au programme, rencontre avec des animaux sauvages évidemment, et safari en jeep pour partir observer des lions et des ours. Le parc est donc vendu l'année suivante en 1975 à ABC Television qui espère lors de sa première année d'exploitation atteindre les 850 000 visiteurs sur la saison. C'est un four, le parc n'atteint pas du tout les objectifs, ABC perd de l'argent et décide de fermer le parc qui restera donc porte close pendant plusieurs années. Quelques années plus tard, donc en 1982, le parc rouvre ses portes et est placé sous la direction de Jim Fowler, qui était donc un zoologiste qui animait une émission de télé appelée Wild Kingdom. Pour améliorer son offre, le parc reçoit donc des toboggans, une piscine à vagues, des flats et autres coasters, notamment le Wooden Coaster Wild One qui est rapatrié de Paragon Park qui vient tout juste de fermer ses portes. Et donc pour sa réouverture, le parc change de nom et passe de Wildlife Preserve à Wild World. En 1994, c'est Premier Park, donc Six Flags, qui rachète Wild World et qui le renomme à ce moment-là Adventure World. Oui, comme un certain parc de l'Est parisien. Plus tard, Adventure World est rebaptisé en Six Flags America, un nom qu'il doit notamment à sa proximité géographique avec la capitale des États-Unis, à savoir Washington DC. Ah oui, parce que le parc était vraiment juste à côté. Et vous remarquerez assez vite que le parc a été très rapidement laissé pour compte, comme abandonné par Six Flags, tant les investissements y ont été rares et tant l'ambition y a été absente. Et franchement, quand le 1er mai 2025, Six Flags a fait son communiqué pour annoncer la fermeture du parc, on n'est pas tombé de haut. Mais bon, on va donc parler d'un parc qui n'existe plus, et pour savoir ce à quoi ressemblait Six Flags America, c'est très simple, je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 21e jour de notre trip américain, et ce coup-ci, c'est du côté de Six Flags America que ça se passe, parc situé dans le Maryland, à quelques kilomètres de la capitale américaine, à savoir Washington DC. Nous visitons donc notre 4e parc Six Flags du trip, après le sympathique Six Flags New England, l'infâme Six Flags Saint-Louis et le bien pitoyable Six Flags Over Georgia. Donc si ce Six Flags America s'avère de bonne facture, on sera sur une égalité parfaite entre les bons et les mauvais parcs. Et si celui-ci s'avère mauvais, la balance ne penchera pas du bon côté pour nos amis de Six Flags. Bon, du côté de l'entrée déjà, c'est assez réussi, la Main Street figurant des bâtiments tirés de l'Amérique coloniale à l'époque de la Révolution américaine. On y trouve d'ailleurs une réplique de la Liberty Bell, un peu fatiguée ceci dit, qui est un symbole de l'indépendance américaine, l'original étant situé à Philadelphie. De là à voir en cette cloche érodée une métaphore de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, il n'y a qu'un pas. La Main Street aimant à nous rappeler ce qui anime les USA, à savoir le patriotisme et la liberté, notamment à travers cette statue évoquant la naissance des États-Unis après l'indépendance obtenue par les colonies américaines contre la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Bon, mais là, c'est pareil, elles sont un peu fatiguées les statues, parce qu'en 2010, ça ressemblait à ça, Aussi fatiguées que ces super-héros baignant dans le popcorn et tout droit tirés d'une cinématique de la PlayStation 2, je ne sais pas. Aussi fatiguées que ce superbe show auquel participe un opérateur, un enfant de 14 ans, et des gens dont on ne sait même pas dire s'ils bossent pour le parc, certainement. En tout cas, pour un show d'ouverture, c'est vrai qu'on fait difficilement plus claquer au sol que ce qu'on nous propose là. Bon, d'accord, c'est donc une entrée en matière un peu étrange que nous avons vécue à Six Flags America, mais si on est venu ici, c'est pas pour déblatérer pendant des heures sur le spectacle d'ouverture, mais bien pour aller choper du crédit, et en l'occurrence, Six Flags America en possède 9, que nous allons essayer de ce pas. Et que diriez-vous de commencer cette visite par du Intamin, avec ce Superman Ride of Steel? Ah bah ouais, c'est vrai que ça a l'air plutôt alléchant cette affaire. Superman Ride of Steel est donc un méga coaster signé par nos amis d'Intamin et ouvert en l'an 2000, la même année qu'un certain Millennium Force ou qu'un autre Superman, à savoir celui de Six Flags New England. La bestiole est haute de 60 mètres, longue de 1630 mètres et atteint la vitesse de 117 km/h. Des stats plutôt pas mal et qui donnent envie d'en savoir plus. Il s'agit à quelques mètres près du même layout que celui de Ride of Steel situé à Six Flags Darien Lake et ouvert un an plus tôt en 1999, dont la version de Six Flags America est une réplique en miroir. On est donc ici sur du méga coaster Intamin à l'ancienne, avec les fameuses chaises de camping
camping en guise d'assises, comme on peut les retrouver sur un certain Expédition GeForce. Et nous, ce qu'on garde en tête, c'est non seulement ce chef-d'œuvre d'Expédition GeForce, mais aussi les excellents Goliaths de Walibi Holland ou Superman de Six Flags New England. Donc monsieur le Superman de Six Flags America, va falloir se montrer à la hauteur. Allez, trêve de blabla, on s'en va donc grimper ce très grand lift de 60 mètres de hauteur, lift à chaîne gravi assez rapidement avec notamment une accélération de l'ascension à mi-parcours, quand bien même on est à des années-lumière du lift à câble d'Intimidator 305. Une fois au sommet, on se retrouve à entamer une drop de 62 mètres assez peu inclinée puisque celle-ci atteint les 68 degrés. Ce qui ne l'empêche pas de nous envoyer ce qu'il faut de sensations, avec un train bien lourd aspiré à l'intérieur, provoquant un bel effet de chute et d'accélération. Un virage étiré plus loin, nous en arrivons au premier camelback du parcours, camelback qui est le plus aérien de ce circuit et qui est malheureusement totalement dénué d'airtime. Et alors, vous qui reprochez à Goliath ses hélix un peu random qui cassent sa dynamique, vous allez découvrir là le boss final des hélix, avec ce qui vous sera proposé sur Superman Ride of Steel. Parce qu'on en arrive ici à une première série d'hélix descendantes qui te fait rapidement comprendre comment le ride fait pour atteindre les 1630 mètres de longueur, avec cette boucle parfaitement circulaire de plusieurs centaines de mètres qui n'apporte absolument rien au schmilblick, et qui, pire que ça, flingue complètement le pacing du coaster. N'attendez aucun jet particulièrement puissant, aucune sensation de quelque ordre que ce soit, c'est juste insignifiant et insipide, et on se demande vraiment si le designer n'était pas à court d'idées lorsqu'il nous a pondu ce layout dénué de toute saveur. Ah oui, on veut que ça aille vite, que ça avale du rail à vitesse grand V, ouais bah y avait peut-être d'autres solutions pour qu'on puisse en arriver à ce résultat, hein. On s'en va ensuite chercher une ligne droite qui elle aussi augmente bien inutilement les mètres linéaires du coaster, pour en arriver enfin à un camelback possédant un petit peu d'airtime, mais genre léger floating, hein, calmez-vous. C'est pas la foire au jet négatif, mais au moins ça permet d'avoir 2-3 guillis dans le ventre. Et si t'avais pas bien compris l'idée globale de ce coaster aussi gros qu'inutile, bah on te renverra ensuite une nouvelle grosse hélix, ascendante ce coup-ci, qui permettra au train de bien perdre en vitesse sans rien proposer d'autre que ça. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête pour pondre un layout comme ça? C'est vraiment d'une débilité complète, et j'ai beau faire tous les efforts du monde, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Allez, à la limite, raccrochons-nous au final qui est quant à lui assez amusant, avec une série de 3 camelbacks, le premier prenant la forme d'un EGF turn, des camelbacks qui nous donneront quant à eux notre dose d'airtime syndical qui permet au coaster de décrocher une 3e étoile. Superman voit ainsi sa note passer au-dessus de la moyenne, bravo. Parce que jusque-là, on se demandait vraiment ce que c'était que ce marasme. Comment tu peux pondre un coaster de 60 mètres de haut avec plus de 1600 mètres de rail et une vitesse de pointe de 117 km/h et proposer derrière un layout aussi con que ne l'est celui-ci? Ah non, c'est vraiment pas possible. Du coup, on en aura fait qu'un tour, on n'aura même pas cherché à remonter dessus parce que bah ok, il y a de la vitesse, mais alors pour le reste, c'est vraiment le néant, si ce n'est les 3 camelbacks finaux qui permettent de tirer un peu de plaisir de cette machine. Ah ça, de tous les méga coasters Intamin qu'on a pu faire, celui-ci est de loin le moins intéressant. Et si déjà vous aviez des reproches à faire à Goliath, alors vous ne serez pas tendre avec ce Superman Ride of Steel, croyez-moi sur parole. D'un super-héros, passons-en à un autre super-héros, celui-ci non pas avec un slip rouge par-dessus le futal, mais avec un masque de chauve-souris acheté dans un magasin de farce et attrape. J'ai nommé Batman. À Six Flags America, Batman sera représenté par un coaster aux couleurs de son logo, à savoir un coaster jaune et noir répondant au doux nom de Batwing. Et Batwing, c'est pas n'importe quel type de coaster, étant donné qu'il s'agit du tout dernier Flying Dutchman Vekoma première génération à être resté en exploitation. Il est celui qui a survécu le plus longtemps à tous ses congénères, lui qui a cessé de fonctionner en juillet 2025. Ouais, le coaster est tombé en rade en juillet et Six Flags s'est dit « Oh, bah, de toute façon, on ferme en novembre, ça sert à rien de le réparer. » D'ailleurs, pour rappel, on n'avait pas pu faire son clone Nighthawk à Carowinds qui est resté fermé tout au long de notre visite et qui a définitivement fermé en 2024. Donc on est d'autant plus heureux de trouver Batwing ouvert, ça nous aurait vraiment fait chier de passer à côté. Ce coaster a donc ouvert en 2001 et se trouve être le coaster le plus récent à avoir été construit spécifiquement pour le parc, qui ne recevra ensuite que 2 coasters relocalisés. Ça vous donne une idée de ce qu'est Six Flags America, oui. Batwing propose donc un parcours haut de 35 mètres, long de 1018 mètres, le tout atteignant la vitesse de 80 km/h. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis très content d'avoir pu essayer une de ces machines, qui est un modèle très peu répandu, mais qui est pourtant ce que le Vekoma de cette époque a fait de mieux avec les Giant Inverted Boomerang. Mais oui, il faut bien l'avouer, ces Flying Dutchman sont de véritables usines à gaz. Je comprends pourquoi la plupart des parcs s'en sont débarrassés. Ces machines sont régulièrement en panne, et pourtant Vekoma est vraiment reconnu pour sa fiabilité. Elle dispose d'une technologie montrant qu'il y a eu du chemin de parcouru entre ces modèles et le Fly de Phantasialand, quand bien même je préfère largement ces vieux modèles à ce que le constructeur hollandais a pu faire avec Fly. Ici, le système de retenue
L'afflux des passagers dans le train rend l'embarquement laborieux et ralentit grandement le travail des opérateurs. Alors déjà que les employés de Six Flags ne sont pas les plus dynamiques du globe, alors si en plus on les fout sur des machines pour lesquelles on ne peut pas faire autrement que de prendre du temps à checker les visiteurs, vous imaginez bien que le temps d'attente s'allonge, d'autant plus que, pour ne rien arranger, le ride ne tourne ici qu'à un train. De fait, on attendra entre 7 et 8 minutes pour avoir droit à une dispatch qui est en elle-même un grand moment de cinéma, parce que les visiteurs se voient basculer la tête en arrière pour se coucher sur le dos, à l'inverse total des Flying BEM donc. D'ailleurs, attention la tête, parce que les vérins feront certes s'abaisser l'assise, mais elles ne la retiendront pas quand elle arrivera sur son réceptacle, donc vous risquerez de vous prendre un taquet derrière le crâne. Allez, le train quitte la gare, et là je vous avoue que le fait d'être allongé sur le dos, sur un véhicule se trouvant à même le rail, le tout en avançant la tête la première sans pouvoir anticiper quoi que ce soit, eh bien ça fait franchement un drôle d'effet. Et c'est d'ailleurs dans cette position, allongé sur le rail et tracté le dos contre le track, que nous grimperons le lift de cette drôle de machine qu'est Batwing. Durant notre ascension, le soleil nous tape bien sur la tronche, nous donnant comme l'impression d'être des merguez en train de griller sur un barbecue, d'autant plus que l'ascension est particulièrement lente. Au sommet du lift, nous basculons la tête la première avant que le train ne se retourne au cours de cette courte drop pour nous positionner face vers le sol. Nous entamons donc la véritable drop du parcours qui permet à ce train lourd comme 1000 ânes morts de prendre rapidement en vitesse, laissant à comprendre que oui, ce tour de Batwing va être particulièrement intense. On s'en va ensuite chercher un immense horseshoe très généreux en jet qui permettra de vous donner une première idée de la puissance générée par cette machine. Un horseshoe qui proposera qui plus est un bel effet de bascule à son zénith, avec un angle si aigu qu'on aura l'impression de plonger à même le sol une fois le sommet atteint. Nous irons ensuite chercher un virage qui nous fera faire demi-tour tout en nous faisant basculer sur le dos, afin d'aller nous confronter à l'élément le plus intense du circuit et l'une des inversions les plus intenses que j'ai pu faire sur un coaster avec les pretzel loops des Flying BEM, à savoir un loop qu'on vient chercher donc sur le dos, la tête la première, et qui exerce une force positive monstrueuse sur notre corps, faisant qu'on a vraiment l'impression de peser 3 tonnes et demie. Alors là, si vous n'aimez pas les forces positives, passez votre chemin, parce que déjà ce coaster vous en proposera un assortiment bien gratiné, mais alors ce loop, c'est vraiment un coup à vous achever sur place tant il vous en enverra dans la tronche. En ce qui me concerne, j'adore ça, mais je peux comprendre que ça en laisse certains de côté. On ira ensuite chercher un virage qui nous permettra de rebasculer la tête vers le sol, position dans laquelle nous resterons jusqu'aux freins finaux, à l'exception des 2 dernières inversions que le train ira négocier après nous avoir fait virevolter le long de quelques virages, 2 inversions qui ne sont autres que des inline twists très surprenantes, du fait qu'on ne les voit pas vraiment arriver lorsqu'on se situe à bord du train. Surtout si on n'a pas analysé le parcours en amont d'ailleurs. Et surtout, ces inversions possèdent de vrais éjectors qui cherchent clairement à te chasser hors du train, ce qui est particulièrement impressionnant. Le tout se terminera donc par une hélix qui ne cessera de nous faire montre de la puissance de la machine, avant que nous n'arrivions sur les freins finaux en rebasculant sur le dos. Ces freins finaux nous mettent dans une position très étrange, laquelle nous fait nous sentir particulièrement vulnérables, particulièrement lourds, ce qui ajoute au charme de ce coaster étonnant qui n'en manquait pourtant pas. Ah vraiment, quelle étrange machine que ce Batwing. C'est un coaster qui est brut de décoffrage, qui ne vous prendra pas avec des pincettes, qui n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, et qui va vous faire vivre une expérience pour le moins déroutante. C'est assez brusque sans pour autant être inconfortable, c'est très old school dans les sensations proposées, notamment les raclés de G positifs que vous allez manger. C'est éprouvant, éreintant, et son côté usine à gaz a de quoi le rendre flippant. À côté de ça, la sensation de vol est excellente, sensation mêlée à une intensité très prononcée et très appréciable de celle qu'on recherche lorsqu'on s'attaque à une machine comme celle-ci. Je préfère même ce Batwing au Superman de Six Flags Over Georgia ou de Six Flags Great Adventure, car je trouve ce Batwing bien mieux dosé et designé que ne le sont les coasters du constructeur suisse. Bon, après, je lui préférerais toujours un Manta, mais c'est quand même un coaster qui tire clairement son épingle du jeu, et dont la puissance en surprendra plus d'un. Bon, ok, je vais calmer mes ardeurs, parce que du coup, ce coaster qui était le dernier de son espèce a fermé en même temps que son parc en novembre dernier. Mais du coup, cette analyse positive m'aura permis de rendre un vibrant hommage à ce coaster qu'il mérite, et qui nous fait dire que même si le Vekoma de cette époque a fait beaucoup de cochonneries, ils ont aussi eu des éclairs de génie dont ce Batwing fait partie. Et si après notre ami Batman, nous allions voir ce que ça donne du côté de son ennemi juré, à savoir le Joker, avec donc Joker's Jinx, qui est un clone des Flight of Fear de Kings Island et King's Dominion. La différence ici est que celui-ci est sorti de sa boîte et qu'il ne dispose pas de frein de mi-parcours. Eh ben écoutez, j'aimerais bien vous en proposer un tour, mais pour l'instant, celui-ci n'accueille pas de visiteurs parce qu'il est en panne, alors bah tant pis, nous reviendrons tout à l'heure. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Un petit coup de Starflyer? Ah bah après la déconvenue constatée sur le Windseeker de la veille à King's Dominion, on va plutôt passer notre tour avec ce type de machine si vous le voulez bien.
bien, c'est dommage parce qu'en plus c'était un très joli Star Flyer, celui-ci ne disposant que d'un seul élément de déco qui n'est autre qu'une formidable statue de Wonder Woman. D'accord, alors dans ce cas, je crois que j'ai trouvé moins périlleux pour vous, avec donc ce Spinning Rapids Ride conçu par nos amis canadiens de Whitewater West et ouvert en 2003. Un modèle d'attraction que nous avons déjà croisé dans les tripes du Doub, avec donc l'Oxygénarium du parc Astérix ou encore Storm Surge situé à Thorpe Park. Penguins Blizzard River, c'est le nom de cette attraction, et il s'agit vraiment d'un ride sans intérêt aucun, qui ne nous a même pas esquissé le moindre sourire, un ride plus insignifiant encore que l'Oxygénarium ou que Storm Surge, qui ne sont déjà pas de grands représentants de l'Empire du Fun, c'est vous dire le niveau du bazar. Pour couronner le tout, ça ne mouille absolument pas si ce n'est les petits jets de flotte situés en bout de rampe, qui sont traversés si rapidement qu'ils ne font que vous effleurer. Pour le reste, circulez messieurs dames, on n'a absolument rien d'intéressant à vous proposer. Et puis on ne va pas vraiment se raccrocher à la théma qui n'a rien d'autre à vous offrir que ces deux pingouins mal en point qui font peine à voir et qui vont pouvoir profiter de la fermeture définitive du parc pour pouvoir reposer en paix à tout jamais. Merci pour les services rendus à la nation, messieurs les pingouins. Bon alors, Joker's Jinx, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien pour l'instant, on ne voit aucun train circuler, mais pour en avoir le cœur net, rapprochons-nous de l'entrée du coaster. Eh bien, figurez-vous qu'on aura même réussi à monter jusqu'à la station et qu'au moment où nous nous apprêtions à monter dans le tram de la bête, celui-ci est tombé en panne juste sous notre nez. Donc désolé jeunes gens, mais pour votre tour de Joker's Jinx, ce sera toujours pas pour maintenant. Alors pour passer le temps, est-ce que vous vous laisserez tenter par une tour de chute libre Intamin? Ah j'aurais bien voulu mais celle-ci est également fermée pour le visiteur, donc ça va pas être possible non plus. Tiens je commence à gentiment me dire que ça n'a pas l'air d'être ça qu'est ça la fiabilité des attractions ici. Je me demande si les installations du coin ne manqueraient pas un petit peu d'entretien. Bon du coup, allons voir du côté de Raging Cajun, le spinning réversion du parc relocalisé de Six Flags Great America et ouvert en 2014, qui est donc le coaster le plus récent de Six Flags America. Ah non, Raging Cajun, c'est en panne, donc pour l'instant, pas de plus 1 de type montagne russe française, qui m'aurait sans doute rappelé mon tout premier plus 1 crédité sur le sol américain, qui n'était autre que Primeval World, le spinning réversion jadis situé à Animal Kingdom. Parce que oui, mon tout premier grand 8 ridé aux États-Unis était un spinning réversion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne se refait pas, Alors, est-ce qu'il y a des attractions qui fonctionnent dans votre parc d'attractions? Alors oui, je reformule, est-ce qu'il y a des attractions qui fonctionnent et qu'on aurait envie de rider dans votre parc d'attractions? Non, parce que ce Super Loop Larson, c'est bien gentil, mais étant donné que ça compte pas comme un crédit, on ne va quand même pas s'infliger ça, c'est une merdouille à faire comme ça sur la journée. Voilà qui est plus intéressant, un vieux wooden datant de 1917 et situé initialement à Paragon Park dans le Massachusetts avant que le parc ne ferme ses portes en 1985 et que la bestiole ne soit rachetée par Six Flags pour ouvrir ici en 1986. Wild One, c'est le nom de ce coaster, qui est donc un rejeton de John A. Miller, le designer à l'origine des excellents Jack Rabbit et Racer situés à Kennywood. Des coasters dont on vous a dit beaucoup de bien dans l'épisode consacré à Kennywood. C'est bien, vous suivez. Après, un vieux wooden, ça s'entretient, et ce qui fait que les coasters de Kennywood sont toujours aussi bons, aussi vieux soient-ils, c'est le fait qu'ils soient entretenus avec un amour indéfectible. Peut-on en dire autant de ce Wild One? Eh bien, c'est ce que nous allons voir immédiatement. Déjà, l'état de la structure fait un peu peine à voir, et n'augure pas forcément du bon pour ce qui va advenir de nos pauvres vertèbres d'ici quelques minutes. Et oui, ce gros rocher en forme de tête de mort, à l'intérieur duquel passe le wooden, est l'ancien rocher que traversait le Flume du parc, similaire au très chouette Rio Bravo de Parque Warner Madrid. Flume qui désormais n'existe plus, mais dont il reste tout de même quelques très grosses traces. Après, ne jugeons pas un moine à sa soutane, et allons poser nos fesses sur les trains PTC de la bête pour voir ce que celle-ci a à nous proposer. C'est parti donc pour ce wooden en out and back de 1219 mètres de longueur pour une vitesse de 85 km/h. On commence donc par grimper le traditionnel lift qui fait ici 30 mètres de hauteur et qui nous amènera nous confronter à son sommet à une drop de 27 mètres assez biscornue puisque celle-ci est à la fois cassée et désaxée de 45 degrés par rapport au lift. Bon ok Thalès, la géométrie c'est bien sympa, mais nous ce qu'on veut maintenant c'est du roller coaster de qualité et on va vite déchanter il nous faudra pas attendre plus longtemps que le creux de la première drop pour comprendre que ce Wild One est très loin de ses confrères Jack Rabbit ou Racer. C'est bien simple, il y a rien qui va sur ce parcours. Chaque transition tape, chaque inclinaison tape, on ne fait que rebondir sur place, que ce soit de droite à gauche ou de haut en bas. Chaque creux vous tasse les vertèbres sur 15 cm et à aucun moment on ne prend un quelconque plaisir à parcourir ce track qui pourtant devait être bien fandard lorsque celui-ci ne souffrait pas de ces horribles problèmes de confort. Parce qu'on imagine bien le fun qu'on peut en tirer, le layout composé d'une suite de boss devrait pouvoir procurer de jolis airtime, surtout compte tenu de la vitesse à laquelle le train négocie l'édit boss, mais avec de telles secousses, c'est impossible
possible d'en profiter une seule seconde et on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir redescendre de cette machine au plus vite. Après nous avoir bien ramassé la colonne vertébrale sur plus d'1 kilomètre, nous en arriverons à la dernière partie de ce ride qui fait franchement peine à voir. Et nous viendrons donc chercher une hélice sans grand intérêt qui saura également nous en balancer dans les côtelettes avec ses jets latéraux qui pèsent grandement sur la structure qui semble souffrir à chaque passage de train. Après ça, rassurez-vous, nous en arriverons finalement au frein finaux. Ah bah, c'est pas terrible cette affaire, hein, c'est même absolument pitoyable d'ailleurs. Et dites-vous que malgré tout le mal qu'on peut dire de ce Wooden, c'est pas le plus mauvais que vous pourrez trouver sur le parc, c'est vous dire le niveau de l'autre. On est vraiment là sur un coaster au sein duquel on ne prend aucun plaisir, de ces coasters qui ne servent qu'à grappiller notre plus sain et sur lequel on ne remettra plus jamais nos fesses par la suite. C'est vraiment triste, c'est vraiment naze et ça permet de se rendre compte assez rapidement que lorsqu'on n'entretient pas un Wooden qui plus est séculaire, eh bien on se retrouve avec des cochonneries inridables et parfaitement désagréables. Faudrait peut-être qu'ils aillent faire un petit stage du côté de Kennywood, nos amis de chez Six Flags. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un petit tour de karting payant en supplément pour faire la course à 2 à l'heure tant ceux-ci sont bridés? Non? Oh bah je vous trouve bien difficile, hein, ça a quand même l'air assez rigolo cette affaire. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi vous vouliez faire autre chose que du karting, parce que Raging Cajun a finalement décidé d'ouvrir aux visiteurs, alors on va aller s'empresser de choper le crédit si vous le voulez bien. Raging Cajun est donc un spinning reverchon ouvert en 2014 et se trouve être le coaster le plus récent du parc. 2014, oui. Ah ça, pour un groupe qui axe 99% de son marketing sur les montagnes russes, faut avouer que ça fait un peu tâche. Il s'agit donc ici d'un spinning du constructeur français tout ce qu'il y a de plus classique et comme vous pouvez en trouver un peu partout dans les parcs et les foires du monde entier. Et contrairement à Exterminator à Kennywood, qui est un coaster hyper fun notamment grâce à sa thématisation qui fonctionne parfaitement, ici c'est le minimum syndical, mais au moins ça a été repeint récemment et l'ensemble fait plutôt propre. Et c'est suffisamment rare à Six Flags America pour être souligné. On est donc sur un parcours de 13 mètres de hauteur, 420 mètres de longueur, le tout poussant à 46 km/h. L'intérêt de ce type de ride réside surtout dans ses virages en épingle permettant de corser un peu la chose, avec notamment un train qui, correctement équilibré, pourra entrer dans des séquences de rotation particulièrement rapides. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé. Du coup, c'est à la fois nul et rigolo, parce que oui, certains coasters sont capables d'être à la fois nuls et rigolos. Et quand on fait le bilan, bah on se dit que ça fait partie des 4 meilleures attractions du parc. Et ça vous permet de vous rendre compte du niveau global de Six Flags America. Bon, par contre, cette boss finale, ce sera jamais rigolo. Faut vraiment arrêter avec ces conneries plus tape-cul tu meurs. Bon, et si on allait se faire un petit pipi dans ces toilettes qui donnent juste l'impression d'être un coupe-gorge dans lequel tu peux à tout moment te faire racketter ou te prendre un coup de couteau dans la jugulaire, ça vous dirait? Oh bah, vous n'êtes pas très aventureux, hein. Bon bah, c'est pas qu'on commence à trouver le temps long à Six Flags America, mais on aimerait au moins trouver une attraction qui tire son épingle du jeu. Parce que depuis Batwing tout à l'heure, y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Et c'est pas la théma qui permettra au parc de sauver les meubles. Ah bah oui, j'ai éventuellement ce que tu veux, avec notamment Joker's Jinx, le alien coaster de Premier Rides. Ah ouais, je veux bien, mais ça fait depuis ce matin qu'on essaye de le faire et qu'il tombe en panne. Il fonctionne ce coup-ci? Non? Bon bah arrête de me le proposer alors, envoie-moi un truc qui fonctionne. Ah, Firebird, ça fonctionne ça? Oui? Alors allons-y de rechef. Firebird est un grand 8 tout à fait important dans le monde des roller coasters, étant donné qu'il est le tout premier BM à avoir été conçu par le constructeur suisse. Mais celui-ci n'a pas commencé sa carrière à Six Flags America. Il s'agit en réalité de l'ancienne Iron Wolf de Six Flags Great America, parc situé près de Chicago, dans lequel le coaster a ouvert en 1990 en tant que stand-up coaster. Après 21 ans de bons et loyaux services, Six Flags Great America s'en est débarrassé, et c'est la décharge des Six Flags, à savoir Six Flags America, qui a récupéré le coaster pour l'ouvrir en 2012. Ils en ont profité pour remplacer les trains stand-up par des trains floorless, comme l'a également fait Cedar Point avec Mantis, qui s'appelle désormais Rougarou. De fait, les supports du ride ont également dû être adaptés à la nouvelle enveloppe des trains floorless, qui laisse plus de liberté aux riders pour tendre les jambes vers l'extérieur. Firebird est donc un coaster de 30 mètres de hauteur, 883 mètres de longueur, le tout poussant à 88 km/h. Alors, on s'en va donc affronter cet oiseau de feu en se disant que s'agissant d'un floorless, quand bien même c'était initialement un stand-up, on ne devrait pas avoir trop de problèmes, confère l'excellent Rougarou de Cedar Point. Allez, le train quitte la gare et on s'en va chercher ce lift de 30 mètres de hauteur qui nous proposera à son sommet une première drop de 27 mètres. Oui, exactement.
exactement les stats de son voisin Wild One, quoi. Mais espérons que ce soit le seul élément de comparaison qu'on puisse faire entre les deux coasters. On s'en va donc dévaler la drop qui nous fait faire une rotation vers la gauche à plus de 90 degrés, drop amusante et au bout de laquelle nous trouvons une transition un peu étrange mais qui ne nous maltraite pas pour autant. On s'attaque ensuite à un loop qui passe plutôt bien et qui comporte de bons jets positifs en entrée et en sortie, comme tout looping convenablement dessiné. Pour poursuivre, on aura droit à un petit virage relevé nous permettant de faire demi-tour, ainsi qu'à une hélix, des éléments qui ne sont pas forcément d'un intérêt transcendantal, tout cela nous amenant à ce qui devait être un jour des freins de mi-parcours. Et c'est à partir de là que tout va méchamment se gâter, parce qu'à partir de cet instant, on va aller se confronter à un corkscrew et à une salade de virages, et absolument toutes les transitions et tous les bankings que va entamer le train vont être aussi brutaux que mauvais, aussi violents que pénibles, à se demander si on est bien en train de rider un BM ou si on s'est momentanément retrouvé propulsé sur Goudurix. Parce que vraiment, tout ce que nous évoque le moindre centimètre de rail situé après cette portion à mi-parcours, c'est cette immondice de Goudurix, je ne le cite pas innocemment. C'est aussi violent, aussi peu engageant, il n'y a absolument aucun moyen de se prémunir des baffes, dans le sens où même la technique connue que d'avancer la tête en dehors du harnais ne fonctionne pas. Vous mangerez quand même des mandales de facochère, quoi que vous tentiez de faire. Total de l'affaire, ce coaster, c'est une énorme cochonnerie, un furoncle grand mystique, un truc à démanteler de toute urgence et sur lequel pour rien au monde on ne serait remonté. J'en viens à me demander si on peut incriminer les supports qui ont été retravaillés pour passer en configuration floorless, parce que peut-être que BM n'a pas été consulté et que tout cela a été fait sur place par les équipes du parc. Je vois vraiment aucune autre raison que celle-ci, tant Rougarou à Cedar Point passe bien, et tant on se trouve à des années-lumière d'un BM, même des plus médiocres. Alors je veux bien que ce soit le premier coaster du constructeur, mais il y a quand même des limites quoi. En l'état, ça restera donc le premier BM, mais également le pire, et en tout cas, peu importe quel est le problème, le plus sain est dans la besace, et le seul point positif de cette affaire, c'est qu'on n'aura plus à remonter dessus. Si vous voulez savoir ce qu'est un véritable parking à coaster, eh bien ce n'est pas en allant à Kings Dominion ou Kings Island que vous pourrez en faire l'expérience, c'est plutôt en mettant les pieds à Six Flags America, qui est un parc totalement dénué de charme, dans lequel les arbres se battent en duel, et dans lequel les attractions sont posées au petit bonheur la chance sur des dalles de béton sans autre forme de procès. C'est sans charme, sans âme, sans relief, sans chaleur, si ce n'est celle qui émane du bitume premier prix qui donne l'impression de fondre sous nos pieds. Ah bah, on aura beau chercher des arguments pour défendre ce parc, ce sera quand même très difficile de se montrer convaincant. Par contre, en termes de thématisation, si vous aimez la pub, bah vous allez être servi, parce que là, il y a ce qu'il faut. Et j'avoue que dans le genre immersif, entre Rookburg et ça, j'ai fait mon choix. Merci Six Flags de nous permettre de nous évader comme ça. On avait fait le tout premier GCI à avoir été construit et qui était situé à Hershey Park, qui s'appelait donc Wildcat et qui était une véritable purge. GCI désormais transformé par RMC en Wildcat's Revenge. Eh bien, à Six Flags America, on trouvera le deuxième GCI à avoir été construit, à savoir Roar, qui lui n'a jamais été transformé par RMC. C'est bien dommage parce que son clone situé à Six Flags Discovery Kingdom a quant à lui été retraqué par RMC et s'appelle désormais Joker. Mais bon, oui, on est à Six Flags America, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Mais alors, que vaut ce coaster qui est quant à lui resté dans son jus? Eh bien, tout d'abord, sachez que Roar a ouvert en 1998 et qu'il dispose d'un layout haut de 28 mètres, d'une longueur de 1057 mètres pour une vitesse de 81 km/h. Contrairement à la version de Discovery Kingdom qui possédait des trains Millennium Flyers, donc les trains historiques de GCI, celle de Six Flags America dispose de trains PTC. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Roar? Que le layout est sympa et qu'il possède même une petite pointe de modernité? Ok, bah voilà, je le dis. Par contre, faut vraiment que je parle du reste? Non, parce que, qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Le coaster est d'une brusquerie indécente, tout n'est cacou, vibration, c'est une aberration, une oppression, une répression, une violentation, une subordination, tous les mots finissant en sion qui vous viendraient à l'esprit et qui ne soient pas positifs. Il y a bien la courte partie retraquée qui passe sans embûche, mais alors pour le reste, c'est juste pas possible, notamment son dernier tiers qui se rapproche fortement de la conception que je me fais de la torture. C'est une catastrophe à tous les niveaux, une saloperie à tous les étages, et y a rien pour le sauver. Ça tape dans tous les sens à faire passer Bandit à Movie Park Germany pour un enfant de cœur, c'est une infamie de l'absolu, un truc tout juste bon pour finir en boîte cheminée, sans parler des employés à deux doigts de se foutre une balle, tellement au bout du rouleau dans la station que pas une mouche n'osait péter, pas un rire n'osait éclater, pas un bruit n'osait se manifester, un truc du genre déprimant à se jeter du haut d'une falaise. Donc voilà, comme avec la plupart des coasters de ce parc, Roar ça fait plus sain, et c'est bien tout ce que ça fait, parce que pour le reste, on préférera nettement aller se coller la tête au fond d'un micro-ondes.
Bon, je te sens un peu chafouin, Dobik. Est-ce qu'on irait pas se rafraîchir les idées avec le shoot de shot local? Bah en soi, je vous aurais bien dit oui, mais vu que la bestiole ne tourne qu'avec un seul bateau et qu'il y a une dispatch toutes les 5 minutes, bah je pense que je vais passer mon tour, hein. Ah, et puis je ne vous propose pas d'aller faire un tour de Joker's Jinx, parce que je vous le donne en mille, mais c'est fermé pour cause de panne, alors revenez plus tard. Bon, on va donc se rabattre sur l'un des derniers crédits de cette journée qui se trouve dans cette zone western aux façades plutôt mimi, mais encore avec beaucoup trop de pubs au mètre carré, et ça vraiment, ça en devient pour le moins indigeste. Le prochain crédit sur la liste, c'est une petite merveille, puisqu'il s'agit de Mind Eraser, qui n'est autre qu'un SLC Vekoma. Mais rassurez-vous, il s'agit du tout dernier SLC du trip, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mind Eraser, bah ça porte bien son nom, parce que ça va tellement vous fracasser le crâne qu'il y a de fortes chances que derrière, vous en oubliez même jusqu'à votre prénom, tant votre cervelle en aura pris pour son grade. Ah bah oui, hein, c'est du SLC dans le texte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement brusque comme truc qu'alors que vous aurez fini votre tour et que vous baisserez votre garde, vous prendrez quand même une nouvelle tarte en pleine gueule alors que vous prendrez juste un virage pour revenir en station. Ah, cette fourberie n'a vraiment aucune limite. Mind Eraser, c'est donc un SLC tout ce qu'il y a de plus standard, donc exactement la même bestiole que ce qu'on peut retrouver à Movie Park Germany ou à Walibi Belgium. Ce coaster ouvert en 1995 propose un parcours de 33 mètres de hauteur, 689 mètres de longueur pour une vitesse de 80 km/h. Et comme tous ses congénères, il ne vous donnera rien de positif à bouffer, si tant est que les grosses torgnoles déferlant de droite à gauche sur votre douminois ne soient pas votre tasse de thé. Parce que si vous aimez ça, bah, vous allez être aux anges, hein, parce que la salade de phalange, elle va avoir du goût, vous pouvez me croire sur parole. Mention spéciale aux inversions du parcours, qui sont toutes plus violentes les unes que les autres, notamment le Sidewinder, qui est un véritable supplice que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Et ce qui est le plus terrible dans cette affaire, c'est que Vekoma en a pondu une tétrachier de ces SLC, et que même si on commence à en avoir fait un bon paquet, bah il nous en reste quand même beaucoup à aller chercher, et ça, j'avoue que c'est peut-être la plus mauvaise nouvelle à retirer de cette analyse. Bref, plus sain et ça dégage aux oubliettes, jamais vous ne me reverrez à mettre mes fesses sur ce Mind Eraser, quand bien même le coaster serait relocalisé dans un autre parc Six Flags, parce que faut pas déconner, mais je tiens quand même à l'intégrité du peu de neurones qu'il me reste. Face au SLC, nous trouverons le Raft Hopkins local, répondant au doux nom de Renegade Rapids, le genre d'attraction qui ne déçoit que très rarement aux États-Unis, et qui propose au moins sa dose syndicale de flotte pour se taper quelques bonnes barres. Bah ouais, mais non, ce raft est sans trop de problèmes le plus mauvais que nous ayons fait de tout strip, et s'avère à peine plus humide et plus fun qu'Épine Maïs Croisière, donc bah même avec ça, on n'aura pas trouvé chaussure à notre pied. Décidément, l'offre de ce parc n'est quand même pas bien glorieuse. Bon, tous les gros rides de Six Flags America, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'un petit kiddie à créditer, ainsi que ce Joker's Jinx qui n'a quasiment pas tourné de la journée, et pour cause, étant donné que celui-ci tombe systématiquement en panne après avoir fait cycler un ou deux trains. Et donc là, ça n'a pas raté, on a attendu que le coaster rouvre, et celui-ci est retombé en rade au moment où nous nous sommes retrouvés derrière les portillons d'accès au train. De fait, cette affaire commence à sérieusement nous pilonner les cacahuètes, et on commence à se retrouver dans le même état de dépression que ce pauvre gamin qui se demande ce qu'il a bien pu venir foutre à Six Flags America. Alors maintenant, ça suffit les conneries, ça fait 4 fois qu'on se fait congédier parce que la bestiole tombe en rade. Alors votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'attendre dans la station que le coaster rouvre pour être parmi les premiers à embarquer dans le train, étant donné que personne ne semble nous chasser de la station alors que le coaster est très clairement en rade. Et vous savez quoi? Notre patience aura été mise à rude épreuve, mais elle aura fini par payer, étant donné qu'après avoir attendu 1 heure comme des connards dans la station, alors que tous les autres visiteurs avaient évidemment déserté les lieux, les mécanos ont réussi à relancer la bête, et nous avons pu nous installer dans le tout premier train à avoir embarqué des passagers. Et grand bien nous en a pris, étant donné que juste après notre tour, le coaster est à nouveau tombé en panne. Ah bah j'ai l'impression que c'est pas d'une grande fiabilité cette histoire, effectivement, alors que pourtant chez Cedar Fair, les Flight of Fear tournaient sans problème d'aucune sorte. Mais bon, on est chez Six Flags, hein, rappelez-vous de la cata opérationnelle de Six Flags Over Georgia, on tombe pas des nues. Joker's Jinx, c'est donc un coaster conçu par Primi Rides et ouvert en 1999. La bestiole possède un parcours de 24 mètres de hauteur, 824 mètres de longueur, le tout atteignant la vitesse de 96 km/h grâce à une propulsion à LIM. Et c'est donc parfaitement le même layout que les Flight of Fear de Kings Island et Kings Dominion, donc un layout en pelote de laine, un gros spaghetti ball qui ne repose pas dans un bâtiment mais bien à l'air libre, permettant
permettant donc de constater à quel point ce layout est compact et resserré. Grosse différence cependant avec les Flight of Fear, Joker's Jinx ne possède pas de frein de mi-parcours, faisant que le coaster bombarde bien fort dans sa seconde partie, et qu'il est ainsi bien plus sympathique que les Flight of Fear dans lesquels on se traîne bien fort passé les mid-breaks. Et pour cause, parce qu'à Kings Island et Kings Dominion, le train s'arrête presque complètement lorsqu'il arrive sur les mid-breaks. On aura donc largement préféré Joker's Jinx à ses congénères de Cedar Fair, Joker's Jinx étant une proposition aussi fun qu'originale, étant donné que ce modèle de coaster ne court pas les rues. La machine est fluide, sans à-coups, sans taquet, et la deuxième partie trace tellement qu'on en vient à ne plus rien comprendre à ce qui se passe, sans pour autant qu'à aucun moment ça n'en devienne inconfortable ou désagréable. Et donc, après Batwing, Joker's Jinx se place comme le deuxième meilleur coaster de Six Flags America. Et si pour fêter notre plus sain durement crédité sur Joker's Jinx, nous allions faire un tour de ce Giant Discovery Zamperla nommé Harley Quinn Spinsanity. Oui, c'est exactement le même que nous avons croisé à Six Flags New England en début de trip, à savoir une copie des versions Us ou Intamin en version Gerbo. Non, ça n'intéresse personne. Et ce vieux round-up signé Roubets, non, ça ne chauffe personne non plus. Même pas la team Gogol. Ah bah je vois qu'on n'est pas bien téméraire aujourd'hui, donc j'imagine qu'on ne va pas s'attarder plus longtemps dans les parages dans ce cas. Bon bah puisque même la team Gogol se met à bouder les flat rides de Gerbo, allons donc chercher notre tout dernier crédit de Six Flags America, qui trouve refuge dans cette zone Looney Tunes, ce qui en termes de théma enverra au tapis tous les clougames du monde. Non mais c'est quand même fou d'avoir des licences comme les Looney Tunes ou DC et de ne strictement rien en faire. Le coaster convoité est donc ce formidable Gravity 80 standard signé Zamperla, comme on en trouve de plus en plus à travers le globe. D'ailleurs, pendant ce trip, on en aura croisé un à Hershey Park, un à Holiday World et un à Silver Dollar City. Comme quoi ça s'exporte bien ces petites merdouilles italiennes. Ce coaster a donc ouvert en 1999 et en termes de stats, on est sur une machine haute de 4 mètres et longue de 80 mètres. Bon, rien de nouveau sous le soleil, vous savez à quel point je ne porte pas ces petits coasters dans mon cœur qui se permettent d'être tout à fait brusques et désagréables malgré leur parcours d'à peine quelques dizaines de mètres de longueur. Bref, c'est du Zamperla pur jus et manifestement, dans les bureaux du constructeur, ils sont encore en train d'étudier ce qu'est le principe du banking, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore passé leur partiel. Bon bah voilà, on a raidé tous les coasters de Six Flags America. Ah bah ouais, y a du niveau, hein, ça fait rêver, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Parce que oui, faisons un petit récapitulatif des notes attribuées au coaster de Spark, qui base la quasi-intégralité de son offre sur les montagnes russes, faut-il le rappeler. Le meilleur coaster du parc, c'est Batwing, avec son très honorable 4 sur 5, suivi par Joker's Jinx avec son 3,5 sur 5, puis Superman Ride of Steel avec un 3 sur 5. Ensuite, on arrive en dessous de la moyenne avec un 2 sur 5 pour Raging Cajun, et à partir de là, ça devient catastrophique. Parce que tous les autres récolteront la pire note possible, à savoir 0 sur 5, et dans cette quantité, c'est vraiment une performance. Donc que ce soit Firebird, Great Chase, Mind Eraser, Roar ou Wild One, tous se coltinent la note de 0 sur 5, pour une moyenne globale des coasters du parc s'élevant à 1,38 sur 5, soit, je vous l'annonce, la pire moyenne de ce trip si on accepte Coney Island, qui n'est pas vraiment un parc. Et en comptant bien évidemment les deux parcs à suivre, qui sont Six Flags Great Adventure et Lake Compounds. Oui, la pire note. Ah bah, une stat comme ça, je pense que ça permet de mettre immédiatement en relief à quel point Six Flags America pue du derche. Parce que vous avez bien compris que c'est ni à ces Dark Ride ni à sa théma qu'on va se raccrocher, parce que bah, y en a pas, et que côté attraction aquatique, à part un shoot de chute, tout ce qu'il y a de plus classique, un raft, tout ce qu'il y a de plus insignifiant, et un spinning rapids ride, tout ce qu'il y a de plus naze, y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce parc. Côté flat, c'est pareil, à part une petite tour de chute libre qui n'a pas fonctionné de la journée, on a du Loop Larson, du Starflyer, du Frisbee Zamperla, et des vieilleries pas forcément intéressantes. Alors, un bilan sur le parc, Dubik? Oui, je veux bien, mais en soi, j'avais déjà commencé, hein. Six Flags America est un parc absolument déprimant. Un parc à bout de course, en fin de vie, où tout laissait présager qu'on arrivait vraiment sur la dernière ligne droite de son existence. L'annonce de sa fermeture n'ayant provoqué aucune surprise ni chez Emmerich, ni chez Pierre, ni chez Valentin, ni chez moi. Le parc est sale, pas entretenu, que ce soit concernant ses rides ou ses quelques éléments de déco qui se battent en duel. Un parc dans lequel la végétation n'a pas droit de citer, un parc au bord du gouffre opérationnel, avec des employés apathiques et amorphes qui te font bien comprendre que s'ils viennent bosser, c'est bien par nécessité et qu'ils n'en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe autour d'eux. Contrairement à un Silver Dollar City ou à un Dollywood où on sentait un certain entrain de la part des employés. Le staff se fait donc ostensiblement chier, limitant un maximum les interactions avec les visiteurs parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est le sens du service. D'ailleurs, on aurait bien refait un tour de Batwing avant de partir, mais vu la mollesse des opérateurs à quai qui peuvent mettre jusqu'à 10 minutes pour dispatcher le seul et unique train présent sur le rail,
ride, on aura lâché l'affaire. En même temps, à leur place, je ne sais pas si je serais beaucoup plus motivé. Les équipes sont sous-staffées, peu efficaces, mal formées, tous les rides tournent à capacité réduite, donc avec un seul train pour les coasters, un seul véhicule pour la majorité des autres rides à circuit, à se demander s'ils n'ont pas non plus envisagé de faire tourner le raft avec une seule bouée. Côté restauration, je préfère même pas en parler tant je risque de devenir grossier. Et côté plaisir, je pense que je prendrais plus mon pied à animer une activité bingo dans un EHPAD de Clermont-Ferrand. C'est vraiment un parc sans fun aucun, un parc dans lequel on se fait chier purement et simplement, un parc dans lequel on voit le temps passer. Pour vous faire une idée, on est arrivé à 11h à Kings Dominion la veille et le parc fermait à 21h et on a fait la fermeture. Mais si on avait pu rester plus longtemps encore, alors on l'aurait fait. Ici, on est arrivé à midi et on a décidé de se barrer à 17h30. Et encore, on a perdu 1 heure à glander dans la gare de Joker's Jinx, sans quoi on se serait barré à 16h30. Voilà combien Six Flags America est un parc répulsif. Alors je peux comprendre les Américains qui sont peinés de voir ce parc disparaître, surtout ceux qui ont grandi avec lui, mais vraiment, c'est pour votre bien les gars, je vous jure. La seule chose qui sauve l'honneur de Six Flags America, c'est qu'on a quand même réussi à faire pire durant ce trip, à savoir Six Flags Saint-Louis. Ah bah ça vous donne une idée de ce qu'est Six Flags Saint-Louis, ouais. Enfin voilà, j'allais vous dire d'éviter ce parc à tout prix, mais de toute façon, Six Flags a pris la décision pour vous en annonçant la fermeture définitive. Faut aussi dire que Six Flags n'aura à peu près jamais rien fait pour permettre à ce parc de voir un tant soit peu la lumière du jour. Donc non, pas de parc aquatique pour nous, parce qu'on est tellement blasé de cet endroit que le seul truc qu'on a envie de faire, c'est de reprendre la route pour s'en éloigner un maximum, chose que nous allons faire sans perdre une seconde de plus. Ce qui est fou, c'est de se dire que ce parc, c'était quand même le parc de la capitale américaine, quoi. Un parc dans lequel les touristes qui ont donc visité Washington se sont rendus, en se disant qu'ils allaient profiter de leur présence sur place pour aussi caler éventuellement un Six Flags. Et c'est là-dessus qu'ils sont tombés, quoi. Ah bah ça donne une belle image de la marque, hein, c'est sûr, c'est prestigieux. Heureusement pour lui qu'il y a Saint-Louis pour être encore pire, parce que là franchement c'était d'une nullité assez affligeante. Il y a vraiment rien à sauver, et on a beau creuser, à part quelques attractions qui sont sympas, c'est vraiment le néant. Les opérations sont pourries, la bouffe est pourrie, la déco est pourrie quand elle veut bien exister, la plupart des attractions sont médiocres, c'est vraiment un parc dans lequel tu viens créditer, et uniquement pour ça, et une fois que t'as tes crédits, tu te casses. C'est vraiment déprimant, c'est ce qu'on fait de pire en termes de parc de chaîne, il n'y a aucune âme, aucune envie de bien faire, aucune ambition, si ce n'est celle de soutirer un maximum d'argent des visiteurs tout en injectant le moins possible. Il y a un peu une vibe Compagnie des Alpes des années 2000, et encore Empire. Bref, j'ai vraiment envie de vous dire bon débarras, c'est un parc qu'on ne regrettera pas, un parc qui ne nous a rien apporté si ce n'est des crédits, et oui, le soulagement de se dire une fois qu'on avait fait tous les crédits, ça y est, on peut se casser de ce parc de merde. Côté crédit justement, certains vont peut-être pouvoir échapper à la casse, et le premier à être officiellement gracié ici, c'est Raging Cajun, qui a d'ores et déjà fait ses valises et qui est parti du côté du New Jersey, plus précisément à Six Flags Great Adventure, parc dans lequel il est en train d'être monté et parc dans lequel il ouvrira cette année. Pour les autres, affaire à suivre, mais il y a fort à penser que pour la plupart d'entre eux, si vous ne les avez pas raidés, c'est des crédits que vous n'aurez probablement jamais. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Six Flags America, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Le trip américain approche doucement de la fin, et dans la prochaine vidéo les petits potes, nous partirons dans le New Jersey afin de visiter l'avant-dernier parc du trip, à savoir Six Flags Great Adventure, un parc qu'on espère meilleur que Six Flags America, mais qui nous proposera au moins de découvrir le totalement légendaire King Dakar. En même temps, être meilleur que Six Flags America, je vous avoue que ça va pas être bien difficile. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Six Flags Great Adventure, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!